Je vous ai dit en introduction qu'on avait des formidables produits qui étaient pour l'image de demain. C'était toute la conception. L'image de demain se partage vite, on a toutes les fonctions de partage. On a une société qui a une culture photo, et c'est vrai que photo, on en parle quand même depuis 6 heures aujourd'hui, on n'est que sur un boîtier, et ça le fait, il y a énormément de choses, mais il y a également la vidéo, parce qu'il n'y a que les anciens qui se posent encore la question photo-vidéo, mais tous les digital natives font l'un comme sur l'autre. Notre cage de visée fait que c'était compliqué en autofocus, même si on avait d'autres super fonctions à côté qui fait qu'on ne rentrait pas dans l'univers vidéo. Aujourd'hui, on a de plus en plus de loueurs vidéo qui regardent attentivement les aides qui viennent d'arriver, qui attendent énormément cette optique, je me suis pris un coup de jus, qui attendent énormément cette optique, qui va tout changer dans leur métier, mais dans tous les cas, qui apportent des spécifications que les autres hybrides n'ont pas. Déjà, on a des spé techniques qui reviennent et qui font fantasmer un petit peu tous les photographes et qui sont propres aux aides. Donc, la partie visée, on en a certes assez parlé, mais c'est vrai qu'on peut viser à l'écran. L'écran est très très beau, mais on peut également s'immerger dans la vidéo et viser derrière. Et puis, la stabilisation du capteur fait qu'aujourd'hui, on peut arriver à facilement faire des mouvements et compagnie sans être trop accessoirisé. Et c'est vrai qu'un bon pied, ça aide également. Les choses qui font également, qui attirent de l'œil, c'est le fait de dire qu'on capture la vidéo en 24:36 sur la totalité du format et également en 4K. Donc sans crop factor. Donc là déjà ça met un boîtier, tout le monde ne fait pas du plein format en 4K derrière. Très important. Et puis après les vidéastes pro ont également, enfin 4K UHD, la réelle pour les plus précis pour éviter d'être plein de questions. Donc vous traduisez chaque fois que je dis par abus de langage 4K, vous allez traduire en UHD si je dis bien. Et puis la dernière chose, ça va être la sortie par l'HDMI, parce qu'on peut enregistrer sur carte, on aura des caractéristiques, on va le voir. Puis on a d'autres caractéristiques sur la sortie HDMI. Et là, pour les plus experts, puis on y reviendra après, on sort en 4:2, donc très intéressant sur l'échantillonnage de la couleur. On sort en 10 bits. Donc aujourd'hui, un 4K plein format qui sont en 10 bits, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, il y a peut-être le dernier Panasonic encore, je ne suis pas sûr. Et Nikon a annoncé travailler sur une mise à jour qui va nous permettre sur la sortie HDMI de faire du RAW 12 bits, donc d'avoir énormément d'informations pour l'étalonnage de la vidéo, sachant qu'on a les mêmes picture control qui arrivent avec des neutres et des flats, mais que sur cette partie-là, on peut également mettre un N-Log, qui est donc un rendu de la couleur qui suit un petit peu l'œil humain, mais très très doux, pour permettre en fait toute la post-production vidéo nécessaire. Donc là, c'est relativement génial autour. Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques, si je puis dire, majeures de la vidéo, sachant que tout ce que l'on a vu en autofocus photo, c'est la même chose sur la partie vidéo, ça intervient derrière, etc. Donc on y revient. Donc la vidéo, je ne vais pas vous faire un cours complet sur la vidéo parce qu'on est sur une formation sur les aides, mais il y a quand même 2-3 choses à maîtriser. Il y a cette première qui est la différence majeure avec la photo. Quand j'en parle, c'est surtout pour comprendre après les réglages. Je suis chaque fois dans l'usage. C'est vrai que quand on est en photo, on est dans l'action, on fait plein de plans et puis on réfléchit et puis on fait évoluer. Quand on fait de la vidéo, dès le moment où j'appuie sur REC, je touche à rien. Donc là déjà ça change tout dans l'approche parce que je n'ai pas possibilité de me rattraper. Un photographe qui fait de la photo et construit ses images, il a sa série de reportages et puis il organise son editing et puis ça tient la route, c'est parfait. En vidéo, à un moment donné, s'il me manque des plans de coupe, on les a ratés. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut réfléchir en amont. Et puis en photo, changer d'univers, changer de lumière, passer sur des lumières un petit peu chaudes, une lumière froide, ça fait des plaques différentes et ça peut tenir dans l'exposition. En vidéo, on additionne des plans et c'est vrai que d'un plan à l'autre, un saut de couleur, ça jure et il ne faut pas. Donc on a une façon complètement différente de travailler. C'est pour ça que je compare ça souvent à où le photographe il est plutôt chasseur, il est dans l'action, etc. Alors que le vidéaste il est plutôt cueilleur, il prépare plein de choses en amont et puis dès que c'est prêt, il récupère et il monte derrière. C'est un petit peu toute la différence qu'il y a à bien prendre en ligne de compte. Après, l'autre différence à prendre en ligne de compte, c'est que pour un photographe, l'appareil photo, c'est l'outil principal avec l'optique et on y va. Pour un vidéaste, en fait, il y a tout un écosystème parce qu'il y a de la captation de son, il y a du flux HDMI, il y a des pieds, il y a de la stabilité, il y a des steadicam et compagnie, qui fait que finalement, l'appareil photo est un accessoire au milieu des autres accessoires. Et ça change tout dans la culture de métier, notamment pour les photographes qui passent à la vidéo. C'est pas
un objet qui est sacro-saint, qui est l'appareil photo, c'est un accessoire de captation au milieu des autres accessoires, des autres captations. Donc ça, c'est un petit peu le préambule que je vous laisserai développer en formation vidéo. Moi, ce qui m'intéresse maintenant sur le Z, c'est de dire qu'à partir de là, on aura un plan ou une série de plans tournés, un interview à réaliser, peu importe. Dans tous les cas, je vais régler mon appareil photo. Et régler un appareil photo, ça va être toujours la même logique. Donc là, finalement, mon menu vidéo, c'est ma checklist en fait de tout ce qui est un petit peu paramètres à avoir, sachant qu'après j'ai les connectiques sur le côté qui sont l'entrée son, qui sont la sortie casque et puis qui sont la sortie HDMI. Donc j'ai des points communs avec la vidéo, les incrémentations de fichiers. Puis j'ai des différences de comportement. La première différence de comportement qui va être importante, c'est le choix DXFX. Et oui, parce qu'en photo, je recadre et d'un 45 millions, je vais passer à un 20 millions ou un 30 millions, je ne sais plus comment ça fait sur le Z, peu importe, vous m'excusez sur les chiffres. En vidéo, ça ne marche pas du tout pareil, parce que si je capture en FX, je sors en Full HD ou en UHD, en 4K. Mais si je capture en DX, je sors également en 4K. Donc autant le choix des formats FX, DX, quand on est photographe, on se dit je tombe la définition par deux. Quand je suis en vidéo, non. En sortie, je garde la même définition. Par contre, j'ai un coefficient de crop. Et ce coefficient de crop, il est super. Parce qu'en fait, à un moment donné, il va me permettre, si je suis juste en focale, d'aller chercher un petit peu plus loin. Si la caméra au fond, elle avait cette capacité de DX et qu'on veut venir sur mon portrait, clac, je me mets le DX sur mon petit doigt, j'alterne, et clac, je me rapproche et mon 300 mm devient un 450. Donc la première chose qui est importante sur le DX, ça va être le choix de la focale. Puis la résultante de là aussi, c'est qu'à un moment donné, j'ai des belles optiques, je peux avoir une super netteté à un moment donné, beaucoup de flou. Mais si je suis dans un reportage, manifestation, etc., c'est un petit peu gênant. Donc l'idée qu'on peut se dire également, c'est est-ce qu'il n'est pas pertinent de travailler en DX et du coup, à cadrage égal, travailler avec un angle de champ plus grand. Et comme j'ai un angle de champ plus grand, j'ai un petit peu plus de profondeur de champ et je suis un petit peu plus souple dans ma qualité de reportage. Donc ça, c'est les deux avantages, la coefficient de focale ou se rattraper en profondeur de champ, qui seront utiles pour le vidéaste qui passe en DXFX. Et là, comme précédemment, ah oui, il faut que je revienne sur le côté. Comme précédemment, en fait, j'ai mes menus qui sont réglables. Mais vous avez vu que tout à l'heure, chaque fois que j'ai personnalisé ma touche I, j'étais en iPhoto. Maintenant, j'ai mes mêmes réglages, mais en vidéo. Avec tout ce que je vais mettre sur la touche I, et tout ce que je vais mettre sur mes différents boutons qui sont mes réglages perso, etc. Donc rien m'empêche à un moment donné de trouver où je mets du focus picking si j'en ai besoin, des classements, l'ouverture motorisée. Et voilà, vous l'aviez là, je peux très bien me mettre sur mon bouton les choix DDX et DFX pour rapidement zapper de l'un à l'autre important. Donc on a cette même logique, donc on peut se faire deux boîtiers complètement différents de par les raccourcis. Maintenant, quand je travaille en vidéo, j'ai plusieurs possibilités, si je puis dire, de réglage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le standard, c'est la UHD, communément appelé le 4K. Et là, chaque fois, on nous la propose en trois formats. Un format plutôt cinéma, un format plutôt cadencé sur les standards européens et plutôt un format de 30 images secondes cadencé sur les formats américains ou japonais. Donc c'est vrai que la norme de travail, ça sera 4K, 25 images secondes. Ok. Pour ceux qui sont un petit peu juste en puissance de machine, qui sont moyennement à l'aise en montage, parce qu'en fait quand je dis l'intérêt de travailler en 4K, c'est qu'aujourd'hui, première, c'est très facile de remettre avec un clic droit au format pour notre montage, même si on monte derrière en Full HD, et puis de profiter de la taille du fichier 4K pour faire des mouvements de caméra, pour faire des recadrages, etc. Donc le standard est clair là-dessus. Je peux donc travailler en Full HD, je retrouve mes 24, mes 25, mes 30 images, mais c'est vrai que si à un moment donné je souhaite avoir des actions un petit peu plus rapides, je peux monter à 50 ou 60 images, et si je souhaite faire des ralentis, je peux également monter en 120 images directement derrière. J'ai du 120 images en fait qui se fait là-dessus, ou j'ai du 120 images qui peut se faire monter et directement en ralenti là-dessus. Je crois que tu allais poser une question. Oui, c'est le crop factor quand on veut du ralenti en fait. Oh, mais ça croppe pas, hein? Non. Non, ça utilise l'entièreté du capteur. Enfin, pour le coup. Oui. Oui. Okay. Oui. Ouais, on n'est pas en train de crop parce que sur beaucoup de boîtiers, quand tu passes par exemple sur du 120 et que tu passes en 1080 et pas en UHD justement, bah, pour le coup ça croppe.
Ben ouais, mais c'est pas parce qu'il y a des approximations et les autres boîtiers qui sont plus bas que lui doit les avoir. Donc comme tu es un mec suspicieux et que j'ai l'impression qu'il faut évangéliser, on va y aller. Donc, Je joue mon rôle à fond, tu vois. Donc, je suis en picture contrôle noir et blanc là-dessus. Donc, on va le sortir. Je sors. Je reviens sur un être, comme ça on y va. OK? Donc là, on va juste te cadrer à toi sur le bord. T'es notre juge de paix. T'es d'accord? Je fais le point sur toi. OK. Je sais plus ce que je voulais faire. Oui. Donc je sors du menu. Donc la première chose, en effet, j'étais sur ma définition de 4K, on est d'accord en 25 images, c'était mon cadre. Ah bah t'es toujours sur le côté. Ah bah t'es toujours sur le côté. Ok? Par contre, voilà, et dernier point, et comme ça on sera complet, pas de 120p en UHD parce que ça utilise énormément de ressources. Ça tout à fait, ouais. Ouais. Après le truc qui est vachement drôle, c'est le dernier qui monte, et là on pense à toutes les personnes qui veulent faire des clips sans trop connaître, c'est le fait automatiquement de faire un ralenti. Donc l'expérience qui monte bien, j'ai dû le faire une fois ou deux. Moi je suis curieux. Hein. J'espère bien. Ah, ouais. Le truc qui monte bien en fait c'est... De LED. Non, c'est bon, c'est juste bon. que des fois il faudrait 4 mains. Ok, donc j'ai enregistré, j'étais en mode ralenti. Et donc l'idée c'est de repartir sur visualisation et puis de regarder mon petit ralenti derrière qui est très drôle et qui sort directement monté et qui permet de... Pour le coup, là, le flickering, je suis désolé, mais très, très beau ralenti, mais le flickering, je crois qu'on le voit en fait. Ouais, après j'ai pas réglé la vitesse. Hein. Non, mais bon, ouais. Je suis allé en direct pour montrer le ralenti. Mais ouais, carrément, c'est instantané. Ouais, cool, c'est vrai que j'étais au 200e, donc ouais, c'est logique. C'est normal. Bien vu, mais c'est affiché, en bas. Donc ok pour les formats. Donc les formats, ils ont toute cette richesse là-dessus, qui interviennent. Et comme j'ai dit à l'introduction et comme je te l'ai prouvé, parce que tu n'as pas écouté l'introduction. J'aime bien comme taquine. Je te l'ai prouvé. Qualité des vidéos, ça en fait, c'est le fait d'être plus ou moins compressé dans le signal. Donc ça se joue en mégabits, c'est le débit, c'est du style, je dois basculer de 50 mégabits à 25 mégabits, en fonction des formats, ou de 25 à 12 mégabits. C'est histoire 2, et puis je suis limité à 29 minutes, ou je suis limité à 20 minutes de tournage. Ça, c'est la qualité. Type de vidéo, ben ça c'est juste le container, puisqu'on a vu que d'un côté on a une définition, qu'on a un nombre d'images, et donc on les encapsule dans une valise qui est soit MOV, soit MP4, ça change strictement rien, c'est juste le point derrière. Ok, sur ces premières parties-là de volume d'information. Maintenant, on va se demander comment on pose. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont à peu près acquises. Et puis, il y a des règles qu'il faut avoir en vidéo. Et l'une des règles qui impose sur la vitesse, c'est justement de se dire que l'on doit majoritairement être au double du nombre d'images. Donc si à un moment donné je choisis de tourner en 4K et en 25 images secondes, c'est vrai qu'à un moment donné je vais devoir travailler en manuel et pas en priorité diaphragme, et que je vais donc devoir imposer une vitesse du double qui sera donc le 50e. À partir de là, je vais imposer ma profondeur de champ et je vais exposer avec la sensibilité. D'accord ? Donc soit je l'ai en automatique et je ne me prends pas la tête, soit pour l'exercice, on impose notre vitesse, on impose notre profondeur de champ et on expose avec la sensibilité, c'est ce que l'on va garder là-dessus. S'il y a beaucoup de lumière, on rajoute des densités neutres. Au passage, vous voyez en bas à droite, je peux très bien, pendant que je tourne une vidéo, capturer des photos. Hein. Ok, des photos qui seront à la définition de la vidéo. Donc là, si je reviens sur mon signal,
j'ai mes 2 photos, vous le voyez, et puis j'ai ma vidéo symbolisée à travers le petit lecteur. J'ai toutes mes aides. Les aides que j'ai avec la touche disp. Donc ça revient, je les ai à l'identique. Ok. On a vu en photo le focus picking, de la même chose on l'a derrière. Donc je vais avancer tout ce qu'on a traité en photo, on va les avancer dans le type de fichier, etc. Dans le réglage de la sensibilité, mais vous l'avez compris, c'est le fait de dire est-ce que je travaille ou non en manuel, en mode ISO auto ou non. Et c'est vrai que c'est des choses qui marchent très très bien. Et si vous êtes accompagné, on refait du mariage, on passe d'un intérieur à un extérieur, bah, c'est très pratique de laisser la sensibilité monter ou descendre pour être exposé juste derrière. Pour le coup, cette feature-là, je la trouve vraiment pertinente en vidéo, parce que autant en photo, j'aurais quand même plutôt tendance à garder des ISO bas et après à moduler la vitesse. Mais étant donné que la vidéo nous contraint la vitesse, et du coup je veux aussi contrôler ma profondeur de champ, donc ça contraint aussi le diaphragme, bah, du coup la seule variable d'ajustement serait les ISO. Et là pour le coup, les ISO auto, c'est génial pour de la vidéo, je trouve. C'est vrai qu'aujourd'hui tu te mets un ISO auto, autofocus auto. Et puis voilà. Balance des blancs. Donc là, on a tout ce que j'ai traité tout à l'heure en photo, copier-coller. Hein. Donc on n'y revient pas, les balances blancs manuelles, etc. Les picture control, on a la même logique, sauf qu'on va plutôt s'attacher à travailler en neutre, ou directement, on en a un qui est encore plus neutre que le neutre, qui l'a fait encore plus blanc, c'est le flat, c'est l'uniforme, qui est un petit peu la base de travail. Et sur cet uniforme-là, on peut toujours pareil revenir sur les clartés, les contrastes, les accentuations, en cas de besoin. Donc j'ai vu certains vidéastes comme ça travailler en mode flat, rajouter un coup de saturation et puis c'est quasiment bon pour tout. Toute la gestion des picture control qu'on a vu en photo, on peut la gérer de la même façon. Toute la gestion du delighting de la même façon. Les réductions de bruit, les contrôles du vignettage, les corrections de diffraction, tout ça pareil. Réduction de scintillement pareil, etc. Donc les nouveautés par rapport à la photo, c'est que je vais rajouter un autofocus full, qui est un autofocus permanent, qui est très pratique dès le moment où on est sur quelqu'un, parce que vous êtes en interview, la personne elle avance, elle recule, le système va avancer, va reculer, vous décidez de la suivre, elle bouge, elle vient vers vous, ça l'accompagne, etc. Donc ça c'est le propre de l'autofocus full, et c'est vrai que ce focus full, on peut le travailler soit dans des modes sélectifs, comme en photo, où j'ai mon collimateur et je m'accroche, soit on fait confiance au système, on travaille en autofocus automatique. Comme on a appris, directement il va aller sur le sujet le plus proche. Et c'est vrai que les plans photos, s'ils sont plus simples que les plans vidéo, c'est encore plus facile de travailler en automatique. Et puis quand je suis dessus, j'ai la même logique que tout à l'heure avec cette possibilité d'accrocher un sujet à travers la touche OK. J'accroche mon sujet. Et une fois qu'il est accroché, je le conserve. Et puis quels que soient mes cadres, il le garde et je l'accompagne. Autre façon de travailler également quand je suis dans les modes, quand je suis dans les modes, alors tout ça on va se le mettre en raccourci sur la touche I, hein. Mais si je suis sur des zones plus ou moins larges, comme c'est des écrans tactiles, je peux très bien dire aussi à mon système, un coup le point là, je le veux là, un coup je le veux là, et directement je vais aller de l'un à l'autre alors que je suis sur pied. Ou alors je me positionne et puis c'est très simple comme ça de changer la zone et le boîtier en autofocus full va aller le chercher. La clé quand je dis un autofocus full, et c'est là où, en plus de tous les formats, la sortie HDMI qu'on n'a pas vu, mais c'est là où il y a une énorme révolution par rapport au système réflexe, c'est que quand je suis dans mes configurations vidéo, on a vu le menu I, donc là j'y reviens pas, on se met tout ce qui peut être lié à la vidéo, les formats, les focus picking, tout ce que vous voulez, ok, je gagne du temps. Je gagne du temps également, j'y reviens pas, sur la partie réglage perso, où là je vais me mettre au bouton ce qui est important pour ma captation vidéo. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est vitesse de l'AF et sensibilité de l'AF. Et c'est là où, quand je sais que j'ai des transitions de plan ou en photo, j'ai besoin d'aller rapidement sur un sujet puis rapidement sur un autre. Mais là, quand je suis en autofocus full, je vais choisir d'avoir des transitions plus ou moins rapides ou plus ou moins douces avec des suivis plus ou moins également rapides ou plus ou moins doux pour accompagner. Et donc ça, c'est des petites choses à appréhender pour sentir la vitesse, mais qui sont également très très pertinents. Ok, sur la partie
Autofocus. Donc là, c'est 3 boutons qui changent tout, quoi, et qui font qu'on a confiance au système. Donc là, je commence un petit peu à accessoiriser pour toute la partie son, si je puis dire. Donc dans la partie son, je passe encore par le menu parce que comme ça, c'est parfaitement visible, mais je pourrais l'avoir à la touche I, etc. Donc l'idée, c'est que le son, lui-même, il monitore, soit en automatique, soit directement, je peux l'avoir en manuel et puis régler un petit peu la puissance. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je parle, ça descend. Au fur et à mesure que je parle, j'essaie de garder la même intonation. J'arrive jusqu'à ma limite des 12 décibels, donc je vais me régler là-dessus. Ou directement, je le désactive parce que je n'en ai pas besoin. La question qui se pose, c'est toujours est-ce que j'ai une captation de son autre à côté? Est-ce que j'ai un H4n pour avoir un son principal? Ou comment je gère les différents micros, quoi. Et c'est vrai que là, je vous ai mis un micro classique. Les micros, c'est comme les zooms, ça couvre des surfaces un petit peu plus larges. On est à la norme entre mini jack. On pourrait très bien avoir une mixette intermédiaire. On peut très bien aussi, ce que l'on a aujourd'hui en mode derrière. On peut tout à fait, voilà, je t'ai tout déréglé. On peut tout à fait les avoir derrière et les gérer. Et c'est vrai que pour les personnes qui débutent la vidéo, mais chez Nikon, il y a des petits accessoires également qui sont peu connus, parce qu'ils ne sont pas toujours en magasin, mais qui sont des micros Rode logotisés Nikon. Enfin non, c'est des micros Nikon, mais a priori chez Rode, il y en a un qui est très très proche. À 5 quelques euros qui interviennent. Et puis il y a un autre accessoire également qui est vachement bien, qui est un émetteur et un récepteur Bluetooth. Et donc l'idée, c'est de dire que le récepteur qui est water résistant, etc., qui est lui, je peux très bien le connecter à mon appareil photo directement. Je peux lui associer un casque, je peux le fixer sur le côté. Et puis ensuite l'émetteur, c'est soit mon micro cravate que j'ai derrière, soit directement votre micro classique. Et puis comme on est photographe, vidéaste, qu'on fait tout et qu'on a les mêmes accessoires, si vous prenez la barrette porte-flash que vous avez avec votre SBC1000, vous la mettez à l'identique et puis vous passez en mode interview directement et le système va gérer de la même façon. Donc voilà un petit peu pour la partie entrée de son de façon simple. Sachant que ce qui est très important si je rentre du son, c'est que j'écoute le son. Donc c'est pour ça que j'ai mon volume de casque derrière que vous devez voir. Charge à vous de dire, je prends juste mon casque de téléphone, qui est une première entrée qui est à la norme mini jack. Ou alors j'équipe un petit peu plus et puis je prends un casque un petit peu plus sérieux comme notre homme en régie derrière caché, qui suit la totalité, qui permet également d'accompagner. Et ça c'est vachement bien parce que ça nous permet en fait d'être sûr de ce que l'on enregistre. Est-ce qu'on a un camion qui passe? Est-ce qu'on a un frigo qui fait du bruit? Est-ce qu'on a une source quelconque qui ventile? Ou un truc qui ne va pas dorer, c'est le bruit sur le micro. Dans ce genre de choses, en fait, c'est important de l'écouter et puis du coup de monitorer son volume sonore derrière. Et puisque j'ai du son, l'appareil photo me propose également du filtrage de son. Donc c'est vrai que quelqu'un qui est débutant en vidéo va apprécier. Quelqu'un qui est bac plus 18 en mode montage son, il va préférer faire les choses derrière. Mais dans tous les cas, on les a. On aura donc un mode plutôt dédié interview. C'est-à-dire que soit j'enregistre la totalité de la plage sonore, soit je me concentre sur les fréquences vocales. Et c'est vrai que je suis journaliste, je fais une interview en pleine rue où ça bouge pas mal autour. Ça me permet de décréter un petit peu et puis de gagner un petit peu de temps. Surtout si j'ai pas beaucoup de capacité montage ou de temps de montage. Un atténuateur, lui, va permettre de couper un petit peu tout ce qui est son qui est pas prévu. Ça va permettre de décréter des choses. Et puis après, j'ai une réduction de bruit du vent qui a priori là est désactivée parce qu'en fait ça doit fonctionner que quand je suis directement, ou c'est l'HDMI qui me coince. Non, c'est l'HDMI qui me coince, je sais pas. Ou alors directement on peut mettre des adaptateurs pour le vin, etc. Donc voilà un petit peu pour la partie photo. Puis après, si vous voulez mettre un timecode, vous pouvez également activer un timecode pour faciliter le montage derrière.